Alors, tu es persuadé que ton corps est parfaitement symétrique ? Surprise, surprise! Même certaines paires d'organes corporels ne fonctionnent pas toujours de manière égale et se disputent la domination en permanence. Ton visage, par exemple. Si tu aimes les selfies, tu connais probablement déjà ton meilleur profil. Sinon, tu peux utiliser des applications spéciales qui prendront une photo de ton visage et diviseront l'image en deux parties, la gauche et la droite. Ensuite, les images seront inversées pour créer deux visages distincts et symétriques. Un visage montrera à quoi tu ressemblerais si le côté droit de ton visage était dominant. Et l'autre montrera l'option du côté gauche. En général, ces deux images ne ressemblent pas beaucoup à ton visage réel. Mais l'une des images te semblera un peu plus familière que l'autre. C'est celle qui est basée sur ton côté dominant. Certains développeurs d'applications ont analysé les images et suggéré que le côté gauche du visage de la plupart des humains exprime les émotions de manière plus intense. C'est pourquoi il semble plus esthétique aux yeux des autres personnes. Mais pas d'inquiétude. Il existe de nombreuses techniques de massage et d'exercices naturels pour rendre ton visage plus symétrique. Par exemple, plisser les lèvres en un O bien serré aidera à équilibrer les muscles du visage. Tu peux également ouvrir les yeux le plus largement possible, tirer la langue et hausser les sourcils. Cet exercice permet également de libérer les muscles coincés par les excès de bavardage et une mauvaise mastication. Tu veux définir davantage ta mâchoire et améliorer le ton de tes cordes vocales ? Les yogis ont un exercice pour cela. Ils l'appellent Jiva Mudra ou posture du lion. Ouvre grand la bouche. Soulève ta langue, roule-la et appuie-la fortement contre le palais. Regarde le bout de ton nez pendant que tu élargis ta bouche. Essaye de respirer uniquement par le nez pendant cet exercice. Essaye d'inspirer progressivement plus profondément et de retenir l'air plus longtemps à chaque fois. Les yeux ne fonctionnent pas non plus en parfaite symétrie. Ton cerveau a une préférence pour celui des deux qui enregistre le plus d'informations. Découvrons tout de suite quel est ton œil dominant. Garde ta colonne vertébrale et ta tête droite. Tends les bras à hauteur des yeux et forme un triangle en l'air devant toi avec tes mains. Dirige-toi vers un objet situé au loin, une horloge par exemple. Ferme ton œil gauche. Si tu peux toujours voir l'objet au centre du triangle, ton œil droit est ton œil dominant. Si l'objet n'est pas là, ton œil dominant est ton œil gauche. Si l'objet n'est pas centré, quel que soit l'œil que tu fermes, il se peut que tu aies une dominance oculaire mixte. C'était amusant ? Voici un autre test pour toi. Tends ton bras et forme un cercle avec ton pouce et ton index. Choisis un objet sur le mur. Garde les deux yeux ouverts et centre cet objet à l'intérieur du cercle. Si un œil est dominant, l'objet se déplacera en dehors du cercle. Donc, si, par exemple, l'objet semble se déplacer lorsque tu fermes ton œil droit, alors tu as une dominance de l'œil droit. Et vice-versa. Le test suivant va t'aider à déterminer rapidement ton sourcil dominant. Place-toi devant un miroir. Essaye de lever un seul sourcil. Puis essaye de lever le sourcil opposé. Tu as probablement un meilleur contrôle sur l'un d'eux. Mais ne t'inquiète pas si tu n'as le contrôle sur aucun des deux. Tu peux développer cette compétence si tu t'entraînes devant un miroir. Quant à tes mains, tu connais probablement déjà ta main dominante. Il n'y a aucun pays ou population sur cette planète où les gauchers sont majoritaires. La plupart des gens dans le monde, environ 85 à 90%, sont droitiers. C'est pourquoi la plupart des outils, comme les ciseaux ou les couteaux, et même les livres, sont conçus pour les droitiers. Des études ont montré que le côté dominant de ton cerveau détermine l'oreille que tu utilises pour ton téléphone portable. Parmi les participants droitiers à l'enquête, 68% ont déclaré tenir leur téléphone à l'oreille droite, tandis que 25% des personnes interrogées utilisaient l'oreille gauche. Et seulement 7% n'avaient aucune préférence. Le résultat est différent pour les gauchers. 72% des personnes interrogées utilisent l'oreille gauche lorsqu'elles parlent au téléphone portable. 23% utilisent l'oreille droite et 5% les deux oreilles. Le principe de la main dominante est bien connu. Mais savais-tu que tu as aussi une jambe ou un pied dominant ? Cette information peut être utile si tu fais du sport comme le snowboard ou la danse. Ou si tu fais simplement des étirements pour faire un grand écart. En général, si l'on est droitier, alors on doit avoir la jambe droite dominante. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Tu peux vérifier lequel de tes pieds est dominant. Coince un stylo entre ton gros orteil droit et le deuxième orteil et essaye d'écrire ton nom sur une feuille de papier.
Ou, si c'est trop difficile, dessine tout simplement un cercle. Essaye ensuite de faire la même chose avec ton pied gauche. Compare maintenant les deux images. L'une d'elles est probablement mieux que l'autre. Ainsi, ton pied dominant est celui qui écrit le mieux. Environ 1% des gens, les chanceux, ont des mains et des pieds dominants de manière égale et peuvent les utiliser de la même manière. Le nom de cette condition rare est l'ambidextrie. Tu peux essayer de développer cette compétence par des techniques d'entraînement spéciales. Ta narine dominante est le trou de nez par lequel tu respires le plus. Elle change plusieurs fois dans la journée en fonction de l'activité de ton cerveau. Il se peut que tu ne remarques pas quand exactement tes narines se relaient dans le rôle principal. Mais tu peux découvrir la narine dominante actuelle grâce à ce test simple. Place ton doigt sur la narine droite et pince-la. Puis, inspire et expire lentement par la narine gauche uniquement. Fais maintenant la même chose avec ta narine gauche. S'il est plus facile de respirer par la narine droite, cela signifie qu'elle est plus active en ce moment. Bien entendu, ce test ne doit être effectué que lorsque tu te mouches et que tu es en bonne santé. Sinon, le mucus peut fausser le résultat. La souplesse de ton corps peut également se développer de manière asymétrique. Surtout si tu ne fais pas d'exercice d'étirement régulièrement. Peux-tu saisir ta main gauche avec ta main droite derrière ton dos? Et qu'en est-il de la position inverse, lorsque ta main gauche est tendue par le haut et la droite par le bas? Si tu trouves ces deux tâches aussi faciles l'une que l'autre, félicitations, tu es probablement un super-héros. Pour équilibrer la souplesse des côtés gauche et droit de ton corps, tu peux abandonner l'habitude de t'asseoir ou de te tenir debout dans des poses asymétriques pendant trop longtemps. Essaye de t'asseoir avec la colonne vertébrale bien droite et concentre-toi sur une agréable vibration dans ton dos. Évite de t'appuyer sur ton coude droit ou gauche. Tu peux aussi faire cet exercice de saisie régulièrement pour t'étirer davantage. Si tu préfères dormir sur le côté, tu as probablement une position préférée. Ta mémoire musculaire oblige ton corps à revenir à la position de sommeil qui a été enregistrée comme la plus répétitive. Donc, si tu décides un jour de te réhabituer à dormir sur le dos, prépare-toi à passer quelques nuits dans une position inconfortable. Cependant, si la position de sommeil fœtal est ton truc, et que tu ne veux pas t'en débarrasser, les experts recommandent de mettre un oreiller entre tes genoux et tes bras pour minimiser les tensions. Maintenant, qu'en est-il de tes oreilles? Penses-tu qu'elles entendent aussi bien l'une que l'autre? Eh bien, cela dépend de nombreux facteurs. L'oreille gauche et l'oreille droite traitent le son un peu différemment. L'oreille droite réagit davantage à la parole et à la logique, tandis que l'oreille gauche est plus axée sur la perception émotionnelle et la musique. Les scientifiques pensent que c'est parce que l'hémisphère gauche du cerveau traite principalement la parole, tandis que l'hémisphère droit traite les signaux créatifs et émotionnels comme la musique et les autres arts. Lorsqu'un homme entend une voix féminine, la section auditive de son cerveau s'active. Cela signifie que la parole féminine ressemble davantage à de la musique pour le cerveau masculin. Mais lorsque le même cerveau masculin entend une voix masculine, il utilise la partie du cerveau responsable du traitement de la parole. L'une des explications de ce phénomène est que la voix féminine est tout simplement plus complexe que la voix masculine. Les cordes vocales et le larynx des femmes et des hommes ont des tailles et des formes différentes. En outre, les femmes ont tendance à avoir une plus grande mélodie dans leur voix, ce qui entraîne une gamme plus riche de fréquences sonores. Si tu n'as pas d'équipement spécial mais que tu veux vérifier si c'est vrai, essaye de suivre tes sensations générales dans les oreilles et le cerveau pendant que tu écoutes de la musique. Ensuite, écoute la voix d'un homme et ressens la différence de sensation. Mémorise ou note cette différence. Puis, écoute une voix féminine mélodieuse. Essaye de comprendre si tu as l'impression d'écouter de la musique ou des paroles. Enfin, ton cœur est un organe corporel dominant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. Il est donc logique de toujours le traiter gentiment. Regarde-toi dans le miroir. Oui, droit dans les yeux. Tu vois ce petit pli de peau dans le coin intérieur de l'œil? Eh bien, autrefois, c'était une sorte de troisième paupière, ou membrane nictitante. On peut l'observer de nos jours chez les serpents ou les lézards par exemple. Celle-ci avait a priori la même fonction que les deux autres, mais on ne sait pas vraiment si elle a atteint un stade de développement complet chez l'être humain. La membrane qui la composait n'était pas aussi épaisse que celle de nos paupières actuelles, et elle pouvait humidifier l'œil sans obstruer la vue. Tout ce qu'il nous reste d'elle aujourd'hui est donc ce minuscule pli au coin de l'œil,
Et il est fort probable qu'à l'avenir, ils disparaissent tout à fait. Et peut-être qu'à cette occasion, nous cesserons de nous réveiller avec cette petite croûte pas très esthétique qui se forme à cet endroit pendant la nuit. Tant que tu es toujours devant ton miroir, regarde plus bas. Encore plus bas. Tout en bas en fait. Oui, ce sont tes orteils. Dis-leur bonjour et au revoir. En effet, les scientifiques pensent que, dans un avenir relativement lointain, nous nous débarrasserons complètement de nos orteils. Nos ancêtres, les anciens primates, avaient besoin des orteils pour grimper aux arbres plus efficacement. Ils utilisaient à la fois leurs mains et leurs pieds pour saisir les branches des arbres. Cela est bien visible aujourd'hui chez la plupart des singes. Ils ont des orteils plus longs et plus flexibles, ainsi que des pieds plus effilés qui leur permettent de s'accrocher aux branches. La mobilité de leurs pieds leur permet aussi d'attraper des objets au sol si nécessaire. Pour la plupart d'entre nous, ramasser un stylo tombé par terre avec nos orteils reste une tâche assez complexe, à l'inverse de nos cousins primates. Les humains ont évolué sur un chemin différent. Nous avons commencé à marcher debout et à descendre des arbres, ce qui a rendu nos pieds rigides et nos orteils plus courts au fil du temps. Aujourd'hui, nous utilisons toujours nos orteils pour nous équilibrer en déplaçant notre poids depuis les talons jusqu'à la pointe des pieds, mais notre point d'équilibre est désormais beaucoup plus centré. Il s'est d'abord déplacé vers l'intérieur de nos pieds, ce qui a rendu nos petits orteils si petits. Et les gros orteils si gros. Si ce point d'équilibre venait à se décentrer vers l'extérieur, nos orteils auraient plus de chances de fusionner dans le futur. Maintenant, retourne-toi et regarde ton magnifique derrière. Si tu es déjà tombé d'un skateboard ou si tu as glissé sur une plaque de verglas, tu dois probablement te souvenir à quel point il est douloureux de heurter une surface dure directement sur le coccyx. Heureusement pour nous, les scientifiques prédisent que cette excroissance osseuse va bientôt disparaître au cours de l'évolution. Le coccyx est une autre caractéristique léguée par nos ancêtres primates. Et là encore, ils avaient besoin de leur queue pour être plus mobiles parmi les branches des arbres, s'en servant pour se balancer d'un arbre à l'autre. Il est difficile de dire quand les humains ont laissé tomber leur queue pour ne plus jamais s'en servir. Mais les faits sont ce qu'ils sont. La seule chose qui nous rappelle ces jours glorieux, où l'on sautait aisément d'arbre en arbre, est ce petit bout d'os à peu près inutile en bas de notre dos. Revenons au visage maintenant. Ouvre la bouche et fais « Ah ». Si tu as la chance de ne pas avoir de dents de sagesse, alors tu peux être fier de savoir que tu es un pur produit de l'évolution. Comme tu le sais peut-être, les dents sont la seule partie du corps humain qui ne se répare pas toute seule. Si tu perdais toutes tes dents à cette sombre époque où il n'y avait pas de dentiste, ta seule option consistait à ne consommer que des aliments liquides. Les scientifiques pensent que la nature nous a donné des dents de sagesse pour remplacer les dents plus anciennes et usées que nous avons depuis l'enfance. C'est pourquoi elles poussent si tard dans notre vie. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès réalisés par la chirurgie dentaire, nous avons tendance à garder presque toutes nos dents intactes jusqu'à un âge avancé. Et même si nous en perdons, nous pouvons toujours les remplacer. Cela fait des dents de sagesse un vestige un peu dépassé, ce qu'elles semblent comprendre par elles-mêmes, puisque de moins en moins de personnes n'ont besoin de subir l'épreuve que représente leur extraction à l'âge adulte. En parlant de dents, toute notre mâchoire a évolué au cours des 10 000 dernières années. Et il est prévu qu'elle change encore plus à l'avenir. En fait, de toutes les parties de notre corps, c'est celle qui s'est transformée le plus rapidement. Lorsque les premiers humains survivaient grâce à la chasse et à la cueillette, ils avaient besoin de mâchoires massives et puissantes ainsi que de dents plus grandes pour pouvoir mâcher la viande crue et broyer les plantes. Lorsqu'ils se sont mis à cuisiner, puis à cultiver, leur nourriture est devenue moins dure et leurs mâchoires se sont adaptées en conséquence. Au fil du temps, elles ont rétréci de plus en plus et il est probable qu'elles continueront de le faire. Avec beaucoup d'aliments transformés qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication, les humains du futur auront probablement des traits de visage plus délicats, des mâchoires fines et des pommettes lisses. Certaines parties du corps ne disparaissent pas, mais font au contraire un retour en force. Il y a 100 ans, la fabella, un os minuscule situé à l'arrière du genou, n'était présente que chez environ 11% des gens, et les scientifiques pensaient qu'elle disparaîtrait entièrement et rapidement. Mais contre toute attente, ce petit os courageux a réussi à se retrouver dans les genoux de 39% des humains aujourd'hui. On ne sait toujours pas exactement pourquoi la fabella est revenue. Mais l'hypothèse la plus plausible est que nous sommes devenus plus grands et plus lourds que nos ancêtres. À mesure que notre alimentation est devenue de meilleure qualité et plus nutritive,
notre taille et notre espérance de vie ont augmenté. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui probablement à l'apogée de notre taille évolutive. Et la fabella est peut-être apparue dans notre corps pour fournir une surface lisse au tendon derrière le genou pour qu'il puisse mieux glisser, réduisant ainsi la friction et les risques de dommages dus à l'usure. En parlant de taille, retournons donc à notre miroir. Fléchis un peu les bras, regarde ces jolis biceps. Malheureusement, ils ne sont sûrement pas aussi développés que ceux de tes ancêtres. Tout ce qui découle de l'évolution n'est pas toujours ce que l'on considère comme étant le mieux pour nous. C'est avant tout un ensemble de caractéristiques, en principe les mieux adaptées à nos modes de vie. Et c'est aussi le cas de nos muscles. Ils sont devenus moins grands et moins forts avec le temps, surtout dans la partie supérieure de notre corps. Autrefois, les humains avaient besoin d'une grande puissance musculaire qu'ils mobilisaient pour effectuer toutes sortes de travaux manuels essentiels, comme la chasse et le transport des proies, ainsi que la fabrication d'outils et la construction d'abris. Ensuite, cela n'est pas devenu plus facile. Bien au contraire, labourer les champs et construire des structures complexes exigeait beaucoup de force physique et d'endurance. Mais avec l'essor des progrès technologiques, les capacités physiques ont laissé de plus en plus d'énergie dédiée aux fonctions cérébrales, nous permettant d'inventer des machines qui travaillent à notre place parfois plus efficacement. Nous nous sommes orientés vers un mode de vie sédentaire, passant de plus en plus de temps assis devant des écrans. De façon générale, notre musculature n'a cessé de diminuer, car elle nous est de moins en moins nécessaire. Il est fort probable qu'à mesure que le progrès avance, nous verrons nos forces s'amoindrir et nous aurons plus de difficultés à gagner en masse musculaire. Notre cerveau est particulièrement intéressant, car il a évolué d'une manière assez étrange. Au début, nos lointains ancêtres avaient un cerveau plutôt petit, mais les proches parents des Homo sapiens, les Néandertaliens, avaient un cerveau plus grand que celui de l'homme moderne moyen. Au cours de l'évolution, le cerveau humain s'est agrandi. Mais au cours des siècles les plus récents, il a commencé à rétrécir et personne ne sait exactement pourquoi. Certains experts affirment que cela pourrait avoir un rapport avec le changement de nos modes de vie et de notre socialisation. Les premiers humains, surtout les chasseurs-cueilleurs, devaient se souvenir de chaque plante et animal qu'ils voyaient, de leurs propriétés et de la façon d'utiliser telle ou telle chose. Ils avaient des connaissances plus générales, apprenant tout ce que leurs parents savaient et découvrir encore davantage par eux-mêmes. L'humain moderne a un savoir plus spécialisé dans un certain domaine, approfondissant un sujet précis tout en se fiant à ses pairs pour le reste. Alors que nos ancêtres travaillaient majoritairement en groupe dans lesquels tous savaient plus ou moins tout faire et pouvaient se remplacer les uns les autres, nous avons plus tendance à former des équipes où chaque membre a une tâche spécifique et est irremplaçable. Au bout du compte, la taille du cerveau ne semble pas avoir une importance si capitale. Les orques et les éléphants, par exemple, ont un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, ce qui ne les rend pas forcément plus intelligents. Plus heureux ? Peut-être bien. Et si nous nous projetons encore plus loin dans l'inconnu, c'est-à-dire dans des millénaires, nous pourrions développer des caractéristiques incroyables. Certains vont jusqu'à dire que, si le niveau des mers continue à augmenter, les humains pourraient s'adapter à la vie sous-marine. Nous pourrions avoir des mains et des pieds palmés pour mieux nager et même développer des branchies pour respirer sous l'eau. Autre scénario, si nous allons dans l'espace et commençons à coloniser d'autres planètes, nous devrons inévitablement nous adapter à leurs conditions. Mars, par exemple, a une gravité plus faible et un climat beaucoup plus froid. Cela rendrait probablement les humains plus grands et plus légers, mais pourrait aussi les amener à développer leur pilosité pour se tenir au chaud. Des planètes avec une gravité plus forte et des températures plus élevées transformeraient, au contraire, les humains en créatures trapues, robustes et probablement dépourvues de poils. Les possibilités sont infinies. Peut-être qu'à cause des réseaux sociaux, nous deviendrons simplement de petites formes floues avec de grands yeux et des pouces, et pas grand-chose d'autre. Ce sera tellement plus pratique pour envoyer des messages et des likes. Quelle charmante perspective! Sache que ton corps brille. Il émet une très faible lueur dont l'éclat culmine entre 15 et 16 heures. La mauvaise nouvelle, c'est que l'intensité de cette lumière est 1000 fois inférieure à ce que ton œil peut percevoir. Les humains sont les seuls animaux qui ont un menton. Même nos cousins les plus proches sur le plan génétique, les gorilles et les chimpanzés, n'ont pas ce petit bout d'os de mâchoire qui pointe vers l'extérieur. Leurs mâchoires inférieures vont directement vers le bas, puis vers l'arrière par rapport à leurs dents de devant. Les chercheurs n'ont toujours pas résolu ce mystère. Les opinions diffèrent quant à la raison pour laquelle les humains sont faits ainsi. Certains chercheurs pensent que le menton nous aide à mâcher, d'autres pensent qu'il a à voir avec la communication verbale, d'autres encore pensent que c'est simplement l'endroit idéal pour faire pousser un bouc. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène, à hauteur de 65%.
Mais notre corps contient aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. Et en toute petite proportion, du radium. En moyenne, un humain bâille 20 fois par jour, en partie spontanément, en cas de fatigue par exemple, mais aussi quand une autre personne bâille à proximité. Les chercheurs pensent qu'il s'agirait peut-être d'un phénomène appelé échokinésie du bâillement. En général, lorsque certains animaux imitent d'autres animaux, c'est qu'ils estiment que l'action reproduite est utile. Avec les humains, ça arrive lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, nous sourit ou bâille. Les acides contenus dans l'estomac décomposent la nourriture intégrée et la transforment en particules faciles à digérer. C'est aussi une façon de bloquer les pathogènes et les microbes qui pourraient nous rendre malades. Ces acides sont si puissants qu'ils peuvent dissoudre des os et du métal. Évite quand même d'avaler tes canettes de soda, ça risque de mal finir. Notre cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses. Elles sont connectées entre elles par 100 000 milliards de connecteurs. C'est encore plus que le nombre d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Il y a beaucoup de chances que tu arrives à déterminer le nom de quelqu'un rien qu'en le regardant. Des chercheurs ont montré des photos d'identité avec 4 noms écrits en dessous à un groupe de personnes. Ils leur ont demandé d'attribuer le bon nom à la personne de la photo. Il y a 25% de chances de deviner selon la loi du hasard. Mais les personnes qui ont participé à cette recherche ont attribué le bon nom dans 25-40% des cas. Et il y avait plus de 94 000 photos. Mettons que ce monsieur s'appelle Bob. On s'attend à ce que son visage soit plus rond que celui de Tim. Et qu'il soit plus sympathique et sociable. Ça doit se refléter sur son visage. Une femme qui s'appelle Catherine est considérée plus sérieuse, consciencieuse et concentrée. Ça peut éventuellement influencer ses muscles faciaux. Lorsque les Romains contractaient leurs biceps, ils avaient l'impression d'y voir des souris. Le mot muscle vient du latin petite souris. Ton poumon gauche est plus petit que le droit car il partage l'espace avec ton cœur. Les chercheurs considéraient que l'humain ne pouvait reconnaître que 10 000 odeurs. Une étude récente a démontré qu'en réalité, les humains en reconnaissaient 1000 milliards. Les milléniaux, soit les personnes nées entre 1981 et 1996, ont plus tendance à oublier les choses que les autres. La cause principale de ces oublis est un niveau de stress très élevé. Donc, détends-toi! Certains chercheurs considèrent que les empreintes digitales améliorent la compréhension et d'autres pensent qu'elles ont cette forme pour évacuer rapidement l'eau et pour permettre à la peau de se détendre en cas de besoin et de l'empêcher de s'abîmer. Il existe aussi une théorie selon laquelle les empreintes digitales amélioreraient notre sens du toucher. Le café chaud a meilleur goût que le café froid. Ses papilles gustatives sont plus sensibles lorsque la nourriture est à température ambiante ou juste au-dessus. Le café chaud paraît donc moins amer, parce que les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. La plus grosse molécule du corps humain est le chromosome 1. Une cellule humaine est composée de 23 paires de chromosomes et chaque chromosome est composé de 10 milliards d'atomes. Tu inhales 25 trilliards de molécules à chaque inspiration. 25 trilliards, c'est 25 suivi de 21 zéros. Au bout d'un moment de marche rapide, tu sentiras le besoin de commencer à trottiner. Ton corps a besoin d'être stable, que tu sois en train de courir ou de marcher. Donc, la marche rapide te poussera inconsciemment au trot. Selon une théorie, on utiliserait plus d'énergie en marchant vite qu'en courant, donc c'est une manière pour le corps d'économiser de l'énergie. Ton petit doigt est une petite partie très puissante de ton corps. Sans lui, ta main perdrait beaucoup de son pouvoir. Ton index et ton majeur coopèrent avec le pouce pour attraper et pincer. Ton petit doigt et ton annulaire donnent de la force à cette préhension. L'organe le plus gras de notre corps est le cerveau. Le gras correspond à 60% au minimum de notre masse sèche. Cette caractéristique lui a permis d'entrer dans le Guinness Book des records. Cet organe contient environ 25% du cholestérol de notre corps, lequel est indispensable à sa bonne santé. Tes os sont 4 fois plus durs que le ciment. L'os le plus fort du corps est le fémur. Il supporte jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Le plus fou, c'est que nos os sont constitués de matériaux composites et qu'ils sont donc flexibles et durs à la fois. Les ongles de nos mains poussent 2 fois plus vite que les ongles de nos pieds. Il faut 15 mois et demi à tes ongles de pied pour pousser de 2,5 cm, alors que pour les ongles des mains, ça ne prend que 7 mois. La couche externe de ta peau est plus épaisse au niveau des pieds que sur tout le reste du corps. Le cœur a son propre système électrique et il peut continuer à battre même s'il est séparé du reste.
La longueur totale des vaisseaux sanguins du corps correspond à plus de 2 fois le diamètre de la Terre. Le mythe qui voudrait que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau est faux. Le cerveau est pratiquement actif à 100% à tout moment. Autrement, nous ne pourrions pas accomplir la plupart des gestes simples, comme boire une tasse de café. Notre cerveau est composé à plus de 70% d'eau et il consomme 20% de notre réserve d'oxygène. La durée de vie moyenne d'un poil de sourcil est de 4 mois. Le corps d'une personne de 50 kg contient 40 cuillères à soupe de sel. Si tu repassais tous les plis de ton cerveau jusqu'à le rendre lisse, il ferait la taille d'une thé d'oreiller. Le cerveau se plie au fur et à mesure qu'il grandit, car il y a peu de place dans la boîte crânienne. Au passage, ne repasse pas ton cerveau, hein. Ce n'est pas une bonne idée. Nous passons 40% de notre vie avec les yeux fermés. Oui, en général, on a les yeux fermés si on dort, mais aussi quand on cligne des yeux ou quand on conduit. On produit environ 40 000 litres de salive dans une vie. C'est assez de salive pour remplir environ 500 baignoires. Et je dis pas ça pour me la péter. Le flux sanguin le plus intense ne se trouve ni dans le cœur ni dans le cerveau, mais dans les reins. Il est très difficile pour nous de concevoir la taille d'un atome. Il suffit de penser que notre corps est composé de 7 quadrilliards d'atomes. C'est dingue. On dirait un 7 qui est poursuivi par une horde de zéros. Chez l'adulte, le sang correspond à 7 ou 8% de son poids total. Environ 55% du sang est du plasma liquide. Le reste est composé de globules rouges et blancs et de plaquettes qui coagulent pour empêcher les hémorragies. Impossible de déglutir et de respirer en même temps. La nourriture que tu avales et l'air que tu inspires passent par le même tube au début. Et c'est un peu plus loin que les deux voies se séparent entre l'œsophage, pour la nourriture et les liquides, et la tranchée pour l'air. Quand tu avales, la trachée se ferme automatiquement, afin d'éviter que des éléments solides ne pénètrent dans les voies aériennes. Mais parfois, ça arrive quand même. Il existe un nom pour les gargouillements que ton estomac fait pour signaler que tu as faim. Les borborygmes. Il faut entre 6 et 8 heures pour que la nourriture passe de l'estomac à l'intestin grêle. Et pendant ce temps, le corps essaye d'en absorber tous les nutriments. Il n'existe pas de zone d'égout sur la langue. Toutes les papilles peuvent détecter jusqu'à 5 goûts, mais certaines papilles sont plus sensibles à certains goûts que d'autres. Les humains sont les seuls êtres vivants qui diffèrent leur sommeil volontairement. Et sur ce, rappelle-toi de dormir suffisamment.